Je veux commencer aujourd'hui par une confession. J'ai passé la plus grande partie de cette chaîne à parler de chiffres. Taux de retrait, stratégie fiscale, optimisation de la retraite, allocation d'investissement. Et tout cela compte, énormément. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de différent. Quelque chose qui m'a surpris quand j'ai moi-même franchi cette ligne. Quelque chose pour quoi aucune de ma formation financière ne m'avait vraiment préparé. Aujourd'hui, je veux parler de ce que la retraite ressemble vraiment de l'intérieur. Pas le plan financier, l'expérience vécue. Et je vous promets que ce que je suis sur le point de partager est plus important pour votre bonheur à long terme, et oui, même pour votre sécurité financière à long terme, que presque tout ce que j'ai jamais dit sur cette chaîne. Mon nom est Robert. Je suis parti à la retraite à 63 ans. J'avais tout fait comme il fallait sur le papier. L'épargne était là. La stratégie de retraite était optimisée. Le portefeuille d'investissement était soigneusement structuré. J'avais un plan. Et dans les 6 mois qui ont suivi mon départ du travail, je me suis retrouvé assis dans un fauteuil un mardi après-midi, en me demandant ce que j'étais censé faire des 30 prochaines années de ma vie. Pas de façon dramatique, pas en crise, mais d'une façon tranquille et troublante dont personne ne m'avait averti. Je veux partager les 10 choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise avant de prendre ma retraite. Pas les choses financières, les choses humaines. Parce que la retraite n'est pas seulement une transition financière, c'est l'une des transitions d'identité les plus profondes qu'une personne puisse traverser. Et les personnes qui la naviguent bien ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus d'argent. Ce sont celles qui ont compris ce qui allait venir. La première chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que les 3 premiers mois ne sont pas représentatifs de ce que sera la retraite. Les 3 premiers mois sont merveilleux. Il y a un vrai soulagement, une vraie excitation, une vraie liberté. Vous faites la grasse matinée, vous vous couchez tard, vous faites toutes les choses que vous ne pouviez pas faire en travaillant. Et vous pensez, c'est incroyable, pourquoi ai-je attendu si longtemps? Mais ensuite quelque chose change. La nouveauté s'estompe, la structure disparaît. Et vous entrez dans ce que de nombreux chercheurs en retraite appellent la phase de désenchantement. Une période d'ajustement où la réalité du long avenir sans structure commence à ressembler moins à la liberté et plus à l'incertitude. Cette phase est tout à fait normale. Cela ne signifie pas que prendre sa retraite était une erreur. Cela signifie que votre système nerveux se recalibre. Elle passe généralement dans la première année si vous y répondez de manière constructive. L'erreur est soit de paniquer et de retourner au travail avant que l'ajustement soit terminé, soit de l'ignorer et de laisser le désenchantement se durcir en dépression. La bonne réponse est de la reconnaître, de la comprendre et de commencer à construire la structure et le but dont vous avez besoin pour la traverser. La deuxième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que vous avez besoin d'une raison de vous lever le matin qui ne soit pas l'argent. Cela semble philosophique, mais c'est intensément pratique. Quand vous travaillez, vous avez une raison externe de vous lever. Le réveil sonne. Vous devez être quelque part. Les gens comptent sur vous. Vos revenus dépendent de votre présence. Cette contrainte externe structure vos journées d'une façon que vous n'appréciez pas pleinement jusqu'à ce qu'elles disparaissent. À la retraite, personne ne compte sur vous pour être quelque part à un moment précis. Et pour certaines personnes, c'est pur bonheur. Mais pour beaucoup, particulièrement ceux qui ont construit leur identité autour de leur rôle professionnel, cette absence de contrainte externe crée un vide. Et les vides, en psychologie humaine, ont tendance à se remplir d'anxiété, de rumination et d'un sentiment grandissant d'absence de but. La solution n'est pas de trouver un autre emploi. La solution est de trouver quelque chose qui crée une contrainte interne, quelque chose qui vous tient suffisamment à cœur pour que vous vouliez vraiment vous y engager. La troisième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que votre relation avec votre conjoint changera plus que vous ne le pensez. J'ai abordé cela dans une vidéo précédente, mais je veux aller plus loin ici, car c'est si systématiquement sous-estimé. Quand vous prenez votre retraite et que votre conjoint est aussi à la maison, vous partagez soudainement un espace et un emploi du temps d'une façon que vous n'avez jamais eue auparavant, même si vous êtes marié depuis 30 ou 40 ans. Les rythmes de votre vie professionnelle créaient une séparation naturelle qui fournissait de l'espace pour respirer. Cet espace disparaît. Chaque particularité, chaque habitude, chaque différence dans la façon dont vous aimez passer votre temps, tout est maintenant visible et présent toute la journée, tous les jours.
Les couples qui ont de solides compétences en communication et qui apprécient vraiment la compagnie l'un de l'autre ont tendance à s'épanouir dans cette nouvelle proximité. Les couples qui comptaient sur la structure du travail pour éviter de faire face aux incompatibilités peuvent soudainement trouver ces incompatibilités impossibles à ignorer. La quatrième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que votre monde social se rétrécira plus vite que vous ne pouvez le remplacer. Le travail est une infrastructure sociale automatique. Il vous donne des personnes à qui parler, des problèmes à résoudre ensemble, des expériences partagées à discuter. Quand vous prenez votre retraite, cette infrastructure disparaît du jour au lendemain. Et les amitiés que vous avez construites au travail, qui semblaient solides et réelles, révèlent souvent qu'elles étaient plus situationnelles que fondamentales. C'étaient des amitiés de proximité, pas des amitiés de choix. Ce que cela signifie pratiquement, c'est que vous devez investir fortement dans vos amitiés hors travail avant de prendre votre retraite, et que vous devez construire activement une nouvelle communauté après la retraite. Ne pas attendre de vous sentir seul pour commencer. Trouvez une activité récurrente qui vous met en contact avec les mêmes personnes semaine après semaine. La constance est le moteur de l'amitié. La cinquième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que votre santé deviendra votre actif le plus important, et vous ne le comprendrez pleinement qu'à la retraite. Quand vous travaillez, votre santé est en grande partie instrumentale. À la retraite, votre santé, c'est tout. Si vous êtes en bonne santé, la retraite est un cadeau au-delà de toute mesure. Si votre santé se détériore significativement dans les premières années de retraite, tout change. Le voyage que vous aviez planifié, les activités que vous imaginiez, la liberté que vous aviez gagnée, tout cela dépend d'un corps et d'un esprit qui peuvent s'y engager. Ce n'est pas censé être sombre, c'est censé être motivant. Chaque habitude que vous construisez maintenant est un investissement dans la qualité de votre retraite. La sixième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que la retraite vous forcera à faire face à des questions sur le sens que le travail vous permettait d'éviter. Quand vous êtes occupé, il n'y a pas de place pour les questions plus profondes. Que fais-je de ma vie? Qu'ai-je vraiment accompli? Qu'est-ce qui compte pour moi? Par quoi je veux être remembré? Ces questions existent en chacun, mais le travail fournit un moyen commode de ne pas les affronter. La retraite supprime cette excuse. La septième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que les inquiétudes pour l'argent ne disparaissent pas quand vous prenez votre retraite. Elles changent de forme. Avant la retraite, l'inquiétude pour l'argent concerne généralement l'accumulation. Après la retraite, l'inquiétude pour l'argent se déplace vers la décumulation et l'incertitude. Est-ce que je dépense trop vite? Est-ce que ça durera? Que se passe-t-il si les marchés chutent? Ce que j'ai découvert, c'est que l'antidote à l'anxiété financière à la retraite n'est pas exactement plus d'argent. C'est la clarté. Les personnes avec des plans financiers clairs, écrits et révisés régulièrement s'inquiètent moins que celles avec des plans vagues. Mettez votre plan par écrit. Révisez-le chaque année. La huitième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que les petits plaisirs deviennent plus importants, pas moins. Ce que j'ai découvert, et ce que j'entends de pratiquement chaque retraité qui réfléchit honnêtement à cela, c'est que les petits plaisirs quotidiens que vous vous permettez à la retraite finissent par compter autant ou plus que les grandes expériences. La promenade matinale, le café avec un voisin, le livre que vous terminez vraiment, le jardin que vous cultivez vraiment. N'attendez pas les grands moments pour justifier votre retraite. Trouvez les petits et protégez-les. La neuvième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. J'ai rencontré des personnes qui ont commencé à peindre à 72 ans et qui ont vendu leur première œuvre à 75. L'histoire interne que beaucoup de personnes portent dans la retraite, que l'apprentissage est terminé, que la fenêtre de réinvention s'est fermée, n'est tout simplement pas vraie. La retraite, abordée correctement, n'est pas la fin de devenir. C'est le début de devenir quelque chose que vous avez choisi, plutôt que quelque chose qui vous a été assigné. La dixième chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, et celle que je ressens le plus fortement, est que la qualité de votre retraite dépendra bien plus de qui vous êtes que de combien vous avez. J'ai été avec des personnes valant 3 millions d'euros qui étaient malheureuses. J'ai été avec des personnes vivant avec 2 000 euros par mois qui s'épanouissaient vraiment. La différence n'était pas l'argent. La différence était de savoir si elles avaient construit une vie qui leur donnait des raisons de s'engager, des relations qui leur donnaient un sentiment d'appartenance,
un sens de la contribution qui leur donnait de la dignité et une capacité de présence qui leur permettait de profiter de ce qu'elles avaient. Rien de tout cela ne coûte de l'argent. Tout cela nécessite de l'intention. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Numéro 1. L'ajustement à la retraite prend plus de temps que prévu, et la phase de désenchantement est normale. Répondez avec structure et but, pas avec panique. Numéro 2. Votre monde social se rétrécira plus vite que vous ne pouvez le remplacer. Alors commencez à investir dans des relations et une communauté hors travail avant de prendre votre retraite. Numéro 3. La qualité de votre retraite dépend plus de qui vous êtes et de ce qui vous tient à cœur que de n'importe quel chiffre dans n'importe quel compte. Laissez un commentaire maintenant même et dites-moi, quelle est la chose que vous espérez le plus de la retraite et la chose dont vous avez le plus peur? Je lis chacun d'eux. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la s'il vous plaît avec quelqu'un qui approche de la retraite. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Demain, nous revenons aux chiffres. 7 sources de revenus que les retraités financièrement les plus résilients utilisent. Et comment commencer à les construire, même si vous pensez qu'il est trop tard. À demain.